Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Heinz Wiesmann. Bonjour. On a conclu un pacte. Moi, je vais faire votre portrait, mais vous allez approuver parce que c'est particulièrement compliqué pour moi de dire qui vous êtes. Et en fait, si je devais le dire en quelques mots, je dirais que vous êtes un grand esprit. Ça, c'est en 2 mots, en 3 mots, un grand esprit européen. Vous êtes philosophe, mais déjà, vous n'aimez pas ce terme. Mais ça, on en parlera dans quelques instants. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que vous incarnez en quelque sorte l'Europe, puisque vous êtes né en Allemagne, vous avez enseigné en France et la plupart de vos étudiants, certains sont devenus de grands professeurs aujourd'hui, ont des souvenirs éblouis de vos cours. On m'a encore parlé hier d'une soutenance où vous aviez été particulièrement brillant, Heinz Wiesmann. Vous avez navigué entre différentes langues, donc l'allemand, le français, mais aussi le grec, le latin. Vous avez traduit Kant, vous êtes un spécialiste également d'un grand nombre de philosophes antiques, et puis vous avez aussi été un grand sportif. Vous avez failli être footballeur. Voilà, le football aurait gagné quelque chose que la philosophie aurait perdu. Vous publiez Lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen aux éditions Albin Michel, et peut-être pouvez-vous tout d'abord nous présenter cette princesse asiatique Europe. Qui est-elle, Heinz Wiesmann? C'est le premier historien de l'histoire européenne, Hérodote, qui, pour expliquer la guerre de Troie, pour expliquer les affrontements entre les Grecs et les Perses, par exemple, explique qu'il y a eu un forfait divin. Zeus, le patron de l'Olympe, a enlevé Europe, la fille d'un petit roitelet d'Asie mineure, l'a arrachée à sa famille, surtout à sa sœur Asie. Il y a d'ailleurs une deuxième sœur, c'est intéressant, qui s'appelle Libye, qui est en fait l'Afrique. C'est les 3 continents connus à l'époque. Et il l'a amenée dans l'île de Crète et il a engendré les premiers Européens, qui s'appellent Européens à cause du nom de cette princesse enlevée. Ça, c'est le mythe. Or, le mythe a toujours une fonction explicative. Et dans ce cas, et on va trouver ce thème tout au long des problématiques européennes jusqu'à aujourd'hui, c'est l'arrachement, c'est la séparation qui est le véritable thème de l'acte d'esprit qui fait naître l'Europe. Parce que l'Europe n'est pas un gène, n'est pas quelque chose qui se développe naturellement à partir de données qui se trouveraient déjà dans la réalité géographique, démographique, que sais-je. Non, l'Europe naît d'un geste. Et ce geste, c'est le geste de séparation. Et la première séparation qui fait naître l'Europe, et cette séparation va se répéter au cours de l'histoire, c'est la séparation d'avec l'Asie. Les Japonais, si je puis ajouter cela, quand j'ai fait cours au Japon, les Japonais me demandaient régulièrement comment vous, les Européens, comment vous faites pour vous séparer du grand ventre. Pour eux, le grand ventre, c'était la Chine, en fait. Mais l'Asie, c'est le mange-tout. C'est-à-dire ce qui laisse... D'ailleurs, on vit actuellement un nouvel épisode du grand ventre asiatique. Eh bien, il me disait, nous, on a un bras de mer. C'est-à-dire, c'est déjà inscrit dans la géographie. Mais vous êtes un minuscule promontoire de l'immense continent asiatique, collé à lui, insignifiant. Comment vous faites pour exister? Et donc, j'essayais de leur expliquer que nous étions historiquement toujours en train d'opérer cette séparation avec l'Asie selon tous les niveaux, tous les domaines de la culture. Et c'est un acte culturel qui fait naître l'Europe et pas un acte politique. Ça vient après. Et pas surtout une réalité économique. Ça aussi, ça vient après. Pendant très longtemps, l'Europe s'appelait pas l'Europe. On l'appelait Occident, par opposition à Orient. Mais c'est la même opposition que Hérodote pointe déjà et que Foster Dulles, je m'arrête là, dans sa théorie du containment de l'Union soviétique, cite textuellement. C'est par-delà 2000 ans, le thème de la séparation qui fait naître l'Europe,
est toujours d'actualité. Je l'ai dit en introduction, Hans Wiesmann, votre vie est aussi une vie européenne. Vous êtes né en Allemagne et vous avez ensuite étudié en France avec Jankélévitch, le philosophe Jankélévitch, à une époque où les plaies entre l'Allemagne et la France n'étaient pas encore refermées. Alors, si vous voulez, je raconte cette histoire en 2 mots parce qu'elle est tout à fait représentative des difficultés qu'a rencontré la réconciliation entre l'Allemagne et la France voulue par le général de Gaulle. C'est dans le cadre du traité de l'Élysée, je crois qu'il a été mis en route dès l'arrivée du général au pouvoir. Et le traité de l'Élysée préconisait que désormais les institutions françaises, dont l'université, devaient traiter avec les institutions allemandes. Or, à la section de philosophie de la Sorbonne, Jankélévitch en tête, on était hostile à l'idée qu'il faille gérer la relation franco-allemande au niveau des institutions. Il préférait la gérer au niveau des personnes, des individus. Et comme je traînais dans les parages, j'avais 25 ans, je crois, ils m'avaient sous la main et ils ont demandé au ministre de créer un poste pour moi en licence de philosophie allemande. Et donc j'ai enseigné l'allemand philosophique à la Sorbonne avec l'acquiescement de Jankélévitch qui avait pourtant promis de ne plus jamais serrer la main à un Allemand. C'est le début d'une normalisation ou d'un rapprochement, mais qui se fait à ras du sol d'une certaine manière. Mais alors, il avait créé un statut particulier pour vous, Jankélévitch. Un statut particulier. Il vous appelait, je crois, le teuton. Ah oui, non, il m'appelait le teuton atypique. C'est ça, un statut particulier. Ça, c'est le statut. Et c'est intéressant. Atypique, ça veut dire justement, je devais, et c'était une tâche pour moi, je ne devais pas ressembler à l'idée que les Français se faisaient des Allemands à cause du comportement des Allemands. Il y a à la fois la réalité de ce comportement terrifiant, mais aussi l'idée qu'on se faisait de la nature des Allemands qui était peut-être pas toujours telle qu'on les voyait dans les films de la Résistance. Vous-même, vous êtes beaucoup penché sur le rapport entre les langues et la pensée Hans Wiesmann. Et justement, Jankélévitch refusait de parler l'allemand, considérait que la langue était contaminée dans l'après-guerre. Qu'en pensait l'allemand que vous étiez ? Enfin, on est dans une langue, on baigne dans la langue. Toute mon adolescence, je l'ai passé dans l'urine et dans la langue. C'est les 2 choses qui existaient. Il y avait peu à manger, peu à espérer, mais il y avait la langue, il y avait les livres. Et donc, une fois qu'on découvre qu'il existe d'autres langues, ce qui ne va pas de soi, c'est un événement qui perturbe, eh bien, on a le choix entre 2 attitudes, ou bien on aime ou on n'aime pas. Et quand on aime, on est entraîné dans une aventure que je compare toujours à celle du funambule, qui va d'un point fixe à un autre point fixe et retour, et qui se trouve au-dessus d'un abîme dans lequel il peut à tout moment s'écraser. Et entre les langues, le titre « Penser entre les langues » était le titre du livre précédent, c'est une tentative de décrire cette existence de funambule. Et moi, depuis que je suis arrivé en France, je me trouvais dans la situation du funambule entre 2 langues et ensuite les autres langues que vous avez évoquées. Et évidemment aussi l'anglais, et puis encore, surtout l'italien. C'est une sorte de mouvement incessant de séparation et de récupération. Et c'est ce mouvement-là que j'appelle européen. Séparation et réappropriation. Le latin, le grec, vous avez été l'étudiant de Jean Bollack, qui a été un immense helléniste. Hans Wiesmann, l'intérêt du grec, l'intérêt, par exemple, puisqu'on pourrait débuter là-dessus, d'Héraclite. Est-ce qu'Héraclite, c'est l'un des premiers philosophes européens pour vous ? Alors, la raison pour laquelle je mets Héraclite au début, alors qu'il n'est pas le premier philosophe, le premier c'est Thalès,
Héraclite, c'est la génération après, autour de 600 avant notre ère. Or, ce qui fait qu'il y a de la philosophie, c'est qu'un certain nombre de types, pas forcément des penseurs déjà attitrés, ne se contentaient pas de ce qu'on appelait à l'époque la sophia, c'est-à-dire la sagesse qui consiste à respecter l'autorité de la tradition. La mythologie, dans toutes les grandes civilisations, nous présente une explication ultime de la diversité du réel à partir du dualisme que représente mâle, femelle, clair-obscur, chaud, froid, yin-yang, etc., etc. Et le premier philosophe Thalès s'est inscrit en faux contre cette explication et il avance dans l'idée que le réel est un et pas deux. Et en disant que le réel est un, il s'impose un truc qui est la recherche philosophique, philosophia, c'est-à-dire le désir de connaissance, parce qu'on n'a pas la connaissance fournie par la tradition. Et Héraclite est le premier à mettre en doute la solution que Thalès et son élève Anaximène avaient proposée. Ils étaient naïfs, ils pensaient que le tout qui est le réel un peut être appréhendé dans une représentation. Or, Héraclite soutient que le langage fait barrière et que un dire n'est pas entièrement contenu dans le dit. Aujourd'hui, on dirait que le signifiant n'est pas entièrement contenu dans le signifié. Et c'est cette séparation qui donne le départ à une aventure intellectuelle extraordinaire qui est la philosophie européenne, qui était mondiale d'une certaine manière, mais elle est européenne dans ce sens que c'est cette séparation qui est comme une espèce de irritation permanente de la pensée de l'un. Les philosophes veulent toujours réunir tout dans l'un du système. Mais il y a toujours des Héraclites, et parmi les héritiers d'Héraclite, il y a Kant, etc., etc. On va reparler de cela dans quelques minutes. On le voit pour vous, un philosophe, c'est quelqu'un qui fait système, sinon c'est un penseur. Et c'est pour cela que vous n'aimez pas toujours l'utilisation de ce mot philosophe en français. Lire entre les lignes, c'est le livre que vous publiez chez Albin Michel, Hans Wiesmann, sur les traces de l'esprit européen. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer cet esprit européen que vous incarnez. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, le philosophe Hans Wiesmann, lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que j'ai souhaité vous inviter, Hans Wiesmann, pour donner à entendre ce qu'était un grand esprit européen né en Allemagne. Vous avez fait vos études en France, vous êtes devenu un grand professeur de philosophie, Kant, Héraclite notamment, les Grecs, les auteurs grecs et les philosophes grecs que vous avez permis de faire étudier à des générations d'étudiants. J'aimerais savoir comment vous entendez le mot politique, puisqu'on vient d'entendre le billet politique de mon camarade Jean Lémarie. En vous écoutant, je me suis souvenu que Bismarck, qui en savait un bout, définissait la politique comme choix entre deux inconvénients. Et votre chronique illustre parfaitement cette affaire. Il faut soupeser les inconvénients les uns par rapport aux autres, mais on n'échappera pas à l'inconvénient. Ça, c'est l'art politique selon Bismarck. Quelqu'un que je chéris beaucoup, c'est Aristote, philosophe du IVe siècle avant notre ère, qui a écrit un essai intitulé « La chose politique » ou « Les choses politiques ». Il définit la politique comme l'art déployé par un gouvernement de contenir la poussée de l'économie. Ça peut surprendre. Mais la politique dans cette perspective, et je crois que ce n'est pas totalement aberrant d'appliquer ça aux situations que nous vivons. La politique menée par un gouvernement légitime consiste à éviter que l'économie, c'est-à-dire la gestion réglée de l'unité de production qui est la ferme à l'époque, ou la ferme élargie, dévisse et devienne une technique d'argent.
Alors Aristote invente deux mots, et on a oublié que c'est lui. Oikonomia, gestion réglée de l'oikos, qui est donc la ferme, c'est Aristote. Et la crématistique, c'est la financiarisation de l'économie. Créma en grec veut dire argent, et tous les mots en ik, c'est technique. Musique, rhétorique, tous les mots en ik, c'est des techniques. Et donc, il existe une technique d'argent, selon Aristote, c'est quand les commerçants achètent quelque chose pour le revendre, non pas pour le garder, mais pour le vendre à des gens un peu plus loin, dans une autre île, qui ont l'envie peut-être plus prononcée et sont prêts à payer un peu plus cher. Et donc le commerçant accumule les bénéfices, il thésaurise, et il ne sait pas encore ce qu'il veut en faire. Et ce qu'Aristote dit, le dérapage commence quand la technique d'argent, qui est celui du troc différé, eh bien, accumule de telles richesses qu'il est très difficile d'imaginer, de satisfaire un désir qui soit moins grand que de devenir, par exemple, le roi, de devenir le dirigeant suprême. Et donc, il y a une vraie charge contre ce qui menace notre économie réelle aujourd'hui, à savoir contre l'économie virtuelle chez Aristote. Et la politique, maintenant on peut discuter de ça, c'est un peu simpliste, mais la politique, dans ce cas, est une tâche qui incombe à tout gouvernement par rapport à la manière dont fonctionne l'économie. Et il me semble que ce n'est pas absurde. Si l'on continue cette galerie de portraits européens, Hans Wiesmann, vous nous avez parlé d'Héraclite, peut-être passer d'Héraclite à un autre philosophe que vous avez beaucoup étudié et enseigné, Kant. Quel lien y a-t-il, comme vous le disiez, entre les lignes, entre Héraclite et Kant? Et là, il faut vraiment lire entre les lignes, puisqu'il y a quand même un temps considérable qui sépare les deux. Je disais tout à l'heure que chez Héraclite, on a une sorte de contestation de la possibilité de se représenter la totalité du réel. Le langage étant un écran, parce que ce que le mot évoque, eh bien, ne contient pas le mot. Le mot reste extérieur à la chose qu'il dit, signifiant, signifié. Et cette problématique de l'impossibilité de la représentation de la totalité du réel est reprise par Kant. Pour Kant, la chose en soi, non seulement ne peut pas être appréhendée, mais n'existe même pas. On la postule, mais naïvement. Ce que nous faisons quand nous réfléchissons, c'est d'organiser par des règles la manière dont nous rendons compréhensible ce que nous formulons, mais ce n'est pas le rapport d'imitation par rapport à une réalité qui serait de cette manière reproduite, qui authentifie une pensée. Non, c'est la prise en compte de l'écart qui à tout jamais va séparer ce que je suis capable de formuler au sujet du réel et la réalité elle-même. Et ça, c'est la conception contemporaine de la science. La science cherche quelque chose dont elle sait pertinemment qu'elle ne l'aura jamais, et elle va donc régulièrement remettre en question les représentations qu'elle élabore pour les remplacer par d'autres. Et ce processus, dirait Kant, est infini. Il est impossible d'arriver à ce que les physiciens naïfs appellent la formule du monde. Le succès extraordinaire qu'a eu la formule einsteinienne de la relativité, c'est que ça suggère aux têtes peu pensantes qu'on tient enfin la formule qui correspond à la création tout entière. On se met presque à la place de Dieu dans ce cas. Or, Kant, comme Héraclite, et comme d'autres, comme Cassirer, etc., pourraient faire la galerie, eh bien, ce qui les relie, c'est ce rejet de l'illusion de pouvoir se représenter la totalité du réel. Présentez-nous Ernst Cassirer. Cassirer fait une chose que je trouve... C'est un néo-kantien, il se revendique de Kant, mais il critique chez Kant le fait que pour Kant, l'espace
est encore quelque chose comme une chose en soi, parce que pour Kant, l'espace, c'est l'espace euclidien, tridimensionnel, et il est homogène, il est vide, il est infini, et il est d'une certaine manière le reliquat d'une ontologie. Une ontologie, c'est une science de l'être. C'est la réalité de ce qui est. Alors, ce qui est immuable et donc tout à fait neutre par rapport à ce qui se loge dans l'espace, eh ben, est en fait une sorte de reliquat d'une pensée disons, plus naïve. Et ce que dit Cassirer, il dit qu'avec les géométries non euclidiennes, on tient la possibilité de rendre intelligible un espace à multiples dimensions qu'on ne peut pas se représenter. Donc la représentation, là encore, n'est pas le critère de la connaissance. Je l'ai dit, Heinz Wiesmann, pour vous, un philosophe, c'est quelqu'un qui fait un système. Ça veut dire que beaucoup d'auteurs extrêmement chers aux Français, comme par exemple Pascal, Montaigne, ne sont pas des philosophes, ce sont des penseurs. Est-ce là la distinction que vous faites ? Oui, enfin, je la fais pas moi, elle est faite par des philosophes qui se réclament de la tâche principale de la philosophie, qui est de lever les ambiguïtés, de supprimer les contradictions. La recherche du système, c'est comme en mathématiques, c'est une tâche extrêmement ardue et qui n'a rien à voir, en un premier temps du moins, avec l'art de bien vivre, d'accepter la mort. Tout ça relève de ce qu'on peut appeler la philosophie morale. Or, la France est la championne de la philosophie morale. Et on a une philosophie morale beaucoup moins séduisante dans les pays anglo-saxons. Mais les grands penseurs français pensent l'existence, les affres de l'existence, les problématiques du vivre, du bien vivre, du mal, etc. À qui pensez-vous, par exemple ? Non, mais vous les avez mentionnés. Montaigne, par exemple. C'est en fait des gens qui sont beaucoup plus proches de la littérature que de la philosophie au sens strict du terme. Platon est allé jusqu'à dire mais il faut bannir le langage de l'effort philosophique puisqu'il faut simplement s'exercer à se représenter les choses correctement. Et Descartes, qui est un vrai philosophe au sens systématique du terme, il disait oui, n'est vrai que ce qui est perçu clairement et distinctement. Or, quand vous écrivez, quand vous êtes un grand écrivain, eh bien, vous développez une pensée de profondeur absolument incontestable si vous êtes grand. Mais cette pensée-là roule sur des métaphores, sur des images, et elle ne prétend absolument pas dire ce qu'est le réel en soi. Mais alors, la tradition européenne, pour vous, elle est du côté de la philosophie, du côté de la pensée, des deux côtés, Heinz Wiesmann ? Des deux, parce que dans la mesure où la compréhension que j'ai du geste européen comme séparation et comme réappropriation, eh bien, toutes les contestations, et donc la pluralité aussi des discours, des manières d'utiliser les langues, etc., fournissent des occasions de se déprendre de ce qui nous enferme, de nous libérer de quelque chose qui nous paraît évident. Donc plus il y a de diversité, mieux ça vaut. Le décentrement est le tout premier geste européen, me semble-t-il, à la différence des grandes civilisations qui invoquent toujours la permanence de la tradition et les origines pures. Mais ce que l'on retient surtout de la philosophie allemande, Hegel, Kant, Marx, ce sont surtout des esprits de système. Oui, c'est-à-dire ils s'inscrivent dans la tradition grecque. Tandis que les Français s'inscrivent dans la tradition latine. Parce que les philosophes latins, alors Cicéron par exemple, c'est pas un philosophe systématique. C'est quelqu'un qui c'est un avocat. Il a une maîtrise de la parole absolument extraordinaire. Et son but est de convaincre. Ce qui est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas, en toute neutralité, de s'assurer qu'on a évincé la dernière contradiction qui pesait sur le système. Non. Et les Français, de manière tout à fait explicite,
trouve dans la littérature quelque chose comme la forme suprême de l'intelligence. Et alors, où classeriez-vous un philosophe comme Spinoza, Hans Wiesmann? Non, Spinoza, c'est un systématique, c'est comme Leibniz, ça c'est de la philosophie systématique. L'éthique de Spinoza, c'est un système de pensée de Dieu. Mais lui n'est ni allemand ni Ah français, non, mais bien sûr. j'assigne pas les individus à leur origine. Moi, par exemple, je peux très bien faire le français. On n'est pas enfermé dans les origines. On doit s'arracher à ses origines, on doit traiter avec la rémanence des origines. Tout cela est vrai. Mais on ne peut pas dire que parce que Spinoza est ceci, juif, et il a tel type de pensée. Non, on regarde son système et on constate qu'il s'inscrit dans la grande problématique héritée de Descartes. Et Descartes est français, mais il n'est pas littérateur. Il y a la musique qui a énormément compté pour vous, Heinz Wiesmann, et je voulais donner à entendre aux auditeurs la manière dont vous envisagez la musique, et vous avez choisi d'entendre Monteverdi. On va entendre un extrait du Combattimento di Tancredi immédiatement. Un extrait de Monteverdi, Heinz Wiesmann. Pourquoi j'ai choisi ça spontanément? Je n'ai pas réfléchi, c'est peut-être pas tout à fait adapté à notre propos jusqu'ici. Mais de quoi s'agit-il? C'est un extrait du poème de Torquato Tasso sur Jérusalem libérée, où donc un croisé, Tancredi, est amoureux d'une femme du cru. Et il la rencontre sur le champ de bataille, elle est déguisée en homme, porte l'armure, et lui, l'homme, va vaincre la femme déguisée en homme. Et de cette victoire va naître ensuite une transmutation complète du guerrier en prophète. C'est-à-dire, la musique sert à résoudre dans l'harmonie qui est typiquement la base de la musique européenne, cherche à résoudre une contradiction en aménageant un espace dans lequel le même et l'autre cohabitent. Et donc, dans la victoire que Tancredi remporte sur Clorinda, l'amour et la haine, c'est-à-dire l'instinct guerrier et le désir de s'unir coïncident, alors que la guerre c'est une séparation et l'amour c'est une union, et la musique exprime essentiellement, et c'est ce qu'on appelle la musique classique, essentiellement les possibilités de résoudre des dissonances. Or, les dissonances n'existent que dans le système harmonique, parce que dans les musiques modales où il y a une gamme qui est choisie de manière arbitraire, parce que c'est pas l'octave qui contient la gamme diatonique dans les musiques du monde, eh bien, il n'y a pas de modulation possible. Dans les musiques indiennes, par exemple. Indiennes ou africaines, etc. C'est des musiques que les Grecs pratiquaient encore avant Platon. Et Platon, il a utilisé la découverte des pythagoriciens, selon laquelle, quand on suspend un poids à un boyau d'agneau, à une branche d'arbre, et on pince ce boyau, on a un son, et si on double le poids, on a le même ton à l'octave. Et c'est une telle merveille pour l'intellect parce qu'on a la coïncidence du même et de l'autre, parce que tout le monde ressent l'octave comme identique
à ces deux extrémités, mais aussi comme différentes. Et c'est cela qui a permis à Platon de construire une astronomie dans laquelle l'octave tient la Terre et la voûte du ciel. Et il y a 6 planètes, la Lune comprise, qui tournent autour de la Terre. Et on a donc la gamme diatonique en astronomie qu'on appelait depuis l'harmonie des sphères. L'harmonie des sphères. Et c'est au Moyen Âge, quand les moines chantaient à l'unisson, l'homophonie, voix grave, voix claire. S'ils chantaient par exemple le même ton, ils le chantaient à une hauteur différente. Et donc, le phénomène extraordinaire, c'est qu'on avait avec l'octave la possibilité d'unir ce qui était différent. Et la musique dont on a écouté un morceau, la musique de la Renaissance, va explorer la possibilité de mobiliser les intervalles qui sont perçus d'abord comme des dissonances et qui ont une espèce de particularité qui consiste à nous inciter à les résoudre. Et la résolution des dissonances, c'est la clé de la musique européenne. Et même dans le renversement atonal que cette musique va subir au XIXe siècle... Avec qui, par exemple? Schoenberg, par exemple, à la fin, même début du XXe siècle. Schoenberg est le représentant de la dodécaphonie. Enfin, c'est techniquement trop long à expliquer. C'est que faisait la musique sérielle, c'est que faisait Boulez, par exemple, en France. Et ça, c'est autre chose que l'alternative musique harmonique, résolution de dissonance, et musique modale, où on a des intervalles inchangés qu'on va reproduire inlassablement pour produire un affect. Et puis, j'aimerais terminer avec le sport, Hens Wiesmann, parce que vous avez été footballeur, je l'ai dit, c'est une fracture qui vous a empêché de devenir footballeur professionnel. Et finalement, le football, ça aussi, c'est une forme d'invention européenne qui a irradié dans le monde entier. Oui, parce que il faut distinguer les sports d'équipe qui ont un but des sports qui sont la simple manifestation d'une force, telle qu'un paysan a besoin de faire preuve de force pour les travaux des champs. Et donc, je me suis intéressé à l'apparition du but dans les pratiques sportives. Et le but apparaît avec la Renaissance italienne, c'est-à-dire c'est une séparation avec un modèle d'activité sportive porté au nu lors des Jeux olympiques dans l'Antiquité, où c'était la force qui était primée, mais là c'est l'adresse. C'est-à-dire, par rapport au but, on entre dans une logique de progrès et on développe des aptitudes pour parvenir à son but. Et donc, l'idée qui habite les foules, qui regardent les Jeux dans un stade de foot, aussi la rente, c'est que toute la société est invitée à conjuguer ses forces en vue de la réalisation d'un but. Et c'est ce qu'un chef d'entreprise va sériner à ses employés. C'est la modernité européenne depuis la Renaissance italienne qui s'inscrit dans les sports d'équipe. Et alors, comme vous n'avez pas pu être footballeur, vous avez fait beaucoup de tennis, Hens Wiesmann. Vous avez joué, par exemple, avec Pierre Bourdieu. On aurait bien aimé voir un match entre Bourdieu et Wiesmann. Il jouait bien au tennis, Bourdieu? Oui, assez bien, oui. Mais sa volonté était plus forte que sa technique. C'est important, la volonté dans le sport. Oui, mais ça entraîne un travers. C'est qu'on n'admet pas d'avoir fait une faute et donc on triche. Vous avez beaucoup parlé de gestes philosophiques. Le geste du coup droit, ça n'est pas un geste simple, Hens Wiesmann. Non, les gestes du tennis sont extraordinairement épurés parce que, en fait, quand on a deux équipes qui s'affrontent, on a une diversité extraordinaire de situations, etc. Mais cet affrontement, on peut le réduire à un face-à-face qui correspond à un dialogue où on a exactement les mêmes contraintes d'intelligence et de technicité. Si vous voulez jouer contre un adversaire qui est aussi bon, sinon meilleur que vous
vous avez une seule possibilité, c'est de l'aimer au point de vous mettre à sa place. Sinon, vous ne pouvez pas anticiper. Le problème du tennis, c'est l'anticipation. Ça va tellement vite que si l'autre, par exemple, vous échappe, si quelqu'un que vous ne pouvez pas lire parce qu'il est trop autre, eh bien, vous ne pouvez pas jouer. Et donc, d'une certaine manière, ce qui se passe dans la musique, quand on résout des dissonances, ce qui se passe dans la joute amoureuse, la fin du poème de Tasso, eh bien, c'est toujours la réconciliation entre une identité et une altérité. Et l'esprit européen, si je devais le qualifier d'une formule, je dirais, c'est l'aménagement régulièrement renouvelé dans des renaissances d'une altérité nouvelle dans l'identité. Merci mille fois, Heinz Wiesmann, d'avoir été avec nous ce matin. Lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen, c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel.